population est debout et s'organise, n'est-ce pas, pour en finir avec le terrorisme. C'est suffisant. C'est suffisant pour comprendre que la donne a changé. Mais évidemment, ce serait naïf d'attendre que la France applaudisse le président Traoré et salue ses efforts. Il est donc normal plutôt que la France se verse dans cette propagande mensongère, nauséabonde, pour justifier, justement, le coup d'État. Parce qu'il faut toujours qu'on crée. Toutes ces sorties ne sont pas par hasard, c'est bien coordonné. Ce sont nous les Africains qui agissons, qui croyons que les éléments ne sont pas coordonnés. Il y a une grande coordination de tout ça. C'est bien coordonné. La sortie du fameux, le fameux militaire américain, le Benghazi, sur lui. Merci, monsieur le Président. Sauf voyou, là. Nous reviendrons sur lui. On peut m'envoyer la pêche, monsieur voilà. le Président. Non, attendez, on va venir sur lui. Les médias français, la sortie de ce prétendu militaire américain, tout ça, c'est bien coordonné pour justifier, préparer le terrain au coup d'État et à l'assassinat du président Traoré. On n'assassine pas quelqu'un, on n'attaque pas un régime, sans auparavant préparer le terrain, préparer leur opinion, n'est-ce pas, avoir un faux drapeau en termes de présentation de la situation du pays, n'est-ce pas, en mentant. Vous avez vu l'Ukraine. Vous avez vu l'Ukraine. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Le président Traoré est une menace sérieuse pour la géopolitique occidentale en général, et particulière française. Dans le cas de l'AES, donc, la logique politique et stratégique française, c'est de renverser ce régime par tous les moyens. C'est de renverser l'AES par tous les moyens. Moi, ce que je souhaite, il faut briser cette situation où on évente seulement le coup d'État. Il faut prendre en charge, sur le plan stratégique, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, qui lui assume ouvertement le statut d'ennemi de l'AES et héberge toute l'état-major, n'est-ce pas, de déstabilisation du Burkina et de renversement du régime du capitaine Traoré. C'est valable pour le Burkina, c'est valable pour tous les États de l'AES. Donc c'est ce rapport-là, il faut inverser ça. Et ce n'est pas le moyen qui manque pour le faire. Mais comment est-ce qu'on peut inverser ce rapport, monsieur le Président Malapane? Je ne vous dirai pas ça. C'est une question qui relève de la stratégie, monsieur le Président. Ben vous savez, bien sûr, je peux vous le dire. Mais je voudrais rappeler, vous savez que depuis 15 ans, que nous sommes en première ligne dans ce combat, je n'ai jamais appelé au renversement d'un régime. Je n'ai jamais appelé à ça. Pas à Côte d'Ivoire, je n'ai jamais fait ça. Parce que d'abord, notre choix stratégique, qui est d'utiliser la parole comme arme de combat, nous interdit de procéder comme ça. Parce qu'on est là dans une dimension où nous ne servons pas à nos ennemis des armes à retourner contre nous. Parce que c'est la parole qui renverse, c'est la parole qui agit. Et les principes de la parole sont clairs. Pour ceux qui sont à ce niveau, ils me comprennent. Au regard de tout ce qui s'est passé depuis 15 ans. Mais je n'ai jamais fait ça. Jamais. Alors, lorsque nous avons annoncé la chute d'un dirigeant, on l'a annoncé. Et ça arrivait. Ça arrivait. Alors, maintenant, à partir du moment où un régime comme celui de Ouattara assume ouvertement le statut d'ennemi, d'agent de la France, pour tuer les dirigeants de l'AES, casser l'AES, renverser les institutions de ces pays-là, on ne peut pas rester tout le temps là et dire voilà, on a évité tel coup d'État et sensibiliser les gens. Il faut démontrer à M. Ouattara qu'il est très vulnérable. Il est très très vulnérable. Donc pour vous, vous êtes en train de démontrer que la profondeur géostratégique des pays de l'AES serait de renverser le régime Ouattara ou bien de travailler pour un régime plus stable en Côte d'Ivoire? Non, c'est d'empêcher que mettre fin à ce statut où la Côte d'Ivoire est la base arrière à partir de laquelle on déstabilise les pays de l'AES. Mais comment ça va se faire? Et ça de manière assumée. Non, on est en géopolitique. Les États de Burkina savent le faire. Est-ce que Ouattara, vous avez avoué un jour en public celui qui est derrière tout ça? Et du moins, il a pris des positions très hostiles il n'a jamais au sein de la CEDEAO face aux États du Sahel. Oui, il a pris des positions. Son gouvernement a même reconnu les 41
émissaires qui avaient été arrêtés, je crois, au Mali. Les militaires, c'était pas les émissaires. Bon, si on peut dire comme ça, les militaires. Les militaires. Ils avaient été reconnus par le gouvernement ivoirien qui était en mission. Oui, mais bien après, on a constaté que s'il n'était pas en mission, Monsieur le Président, c'est une forme d'assumer la déstabilisation de ce que je veux dire, c'est quoi? Bon, à Rome, on n'est pas obligé de faire comme les Romains. Je parle, mes positions sont claires. Sauf à accepter qu'on attend d'être tué dans sa maison pour qu'après il y ait un grand deuil africain. Le Burkina a le droit de se défendre. Le Burkina a l'obligation de se défendre, de se protéger. Le régime du président Traoré a l'obligation de se défendre et de se protéger. Et le moment où la défense, la meilleure, c'est l'attaquer. C'est d'anticiper. C'est tout. Donc aujourd'hui, nous n'appelons pas, non, je répète encore, nous n'avons jamais appelé à renverser un régime. Mais là, il s'agit de la légitime défense. C'est la énième tentative où M. Ouattara, agissant pour le compte de l'État criminel français, est pris en flagrant délit d'organisation de l'assassinat du président Traoré et du renversement de son régime. Au nom de quoi M. Ouattara et la France veulent renverser ce régime? Ouattara a quelle légitimité sur le journal qui lui donnerait le mandat de décider quel est le bon régime dans la sous-région et le mauvais régime? Il y a pire régime sur la terre que M. Ouattara. Au nom de quoi la France s'attribuerait cette légitimité internationale et morale pour décider quel est le bon régime qu'il faut au Burkina Faso? Au nom de quoi? En quoi le régime français est meilleur que celui du Burkina Faso? Sauf pour les Africains dont nous connaissons le niveau d'aliénation historique et politique, n'est-ce pas, abyssal, on ne conçoit pas, M. Djengelé et Mme Béatrice, on ne conçoit pas que la France donne le droit de dire que ce régime va tomber en Afrique. Pourquoi? Parce que vous avez osé chasser la France. Mais ça a trop tardé en Afrique. Nous rappelons à nos internautes que concernant le coup d'État qui s'est déjoué... Je répète encore à votre émission, ça montre encore une fois de plus l'inconsistance géopolitique et historique de la plupart des élites africaines et de leurs dirigeants. Ce n'est pas une affaire de l'AES seul. Ce n'est pas une affaire de Burkina Faso seul. Ça montre aussi, ça enseigne sur l'état de la situation en Afrique où un niveau d'inorganisation géopolitique et un niveau d'inconsistance géopolitique amène à laisse croire que, permet que des comportements comme ça de la part de la Côte d'Ivoire soient tolérables. Et Monsieur le Président, peut-être les différents pays africains sont occupés à résoudre les problèmes internes aussi. Moi, on voit très bien comment le Bénin est très occupé. On voit ce que ça donne. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le malheur de l'Afrique, on l'a toujours dit, c'est le nombrilisme là, j'allais dire chauviniste. L'incapacité à intégrer le caractère vital du panafricanisme. Le comportement, le panafricanisme, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça. Ce n'est pas d'imiter Nkrumah en disant de reprendre à son compte les théories de Nkrumah qui dit que bon, c'est d'abord l'unité politique du continent et tout va venir après. Sur le plan de l'idéologie, il n'y a pas meilleur que ça. Hein. Mais le réel a démontré que on ne peut pas réduire le panafricanisme à ça. Donc, on peut tout en étant jaloux de sa souveraineté nationale, très bien comprendre que si cette souveraineté nationale n'est pas articulée au niveau continental, de manière panafricaniste, je précise, mais aucun pays africain ne va tenir. Alors pourquoi c'est dur de comprendre ça pour les dirigeants? Ben, lorsqu'ils s'effondreront lorsque les États vont s'effondrer au fur et à mesure, peut-être à ce moment-là ils comprendront. C'est incroyable. Donc vous êtes pour une nation globale, Monsieur le Président Bana? Bien sûr, c'est pas que je suis, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Alors, ça passe par la destruction de l'Union, la dissolution de l'Union africaine en l'état où elle se trouve, là. Parce que je répète encore, ce n'est pas notre organisation. Je ne sais même pas quelle est l'organisation. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette situation de l'Union africaine où elle est prise en charge par l'Union européenne. En même temps, faire une conférence de chefs d'État qui pensent que cet équilibre-là sera sans conséquence.
sur l'avenir du continent, à savoir l'Union européenne paye, et nous les présidents, les présidents africains, dans le cadre de la conférence des chefs d'État, on est garant de la souveraineté de l'Union africaine. Mais ça ne produit rien, puisque ça ne protège aucun pays du continent. On est incapable de parler d'une seule voix. On est incapable d'avoir une vision globale des problèmes de l'Afrique. Alors que, je répète encore, en face de nous, les gens pensent global. Donc, vous voyez très bien ce qui se passe. Donc, le Burkina Faso est victime de ça. Heureusement qu'il y a l'AES. L'AES est là. Et nous pensons que la dynamique de l'AES va continuer à s'amplifier sur le continent. Ça ne va pas s'arrêter là. Nous rappelons aux internautes que c'est l'analyse du président Balakani sur le coup d'État qui a été déjoué par le Conseil national de la sécurité d'État dirigé par le commandant Oumar Yabré qui a fait... Nous dénonçons fortement ce coup d'État. Exactement, monsieur le président. Et il a dit que... De toutes nos forces, nous apportons tout notre soutien au Burkina Faso et au président Traoré. Vous êtes panafricaniste, monsieur le président. Vous avez travaillé pour susciter l'État du Sahel. Vous avez travaillé pour protéger l'État du Burkina Faso. Nous allons rester au Burkina Faso, monsieur le président Balakani. Tout à l'heure, vous avez parlé des faits qui concordent. Le 3 avril, le général Michael Langley. Michael Langley est le commandant des États-Unis pour l'Afrique, abrégé AFRICOM. Il a tenu des propos qui ont suscité une vaste contestation au sein du gouvernement du Burkina Faso. Il a dit qu'il a critiqué la gestion des ressources minières, monsieur le président. Il a critiqué la coopération Chine-Burkina Faso. Il a dit que certaines ressources comme l'or sont très mal gérées, sont gérées pour le profit du régime d'Ibrahim Traoré, et que la coopération, les ressources financières de la coopération Chine-Burkina Faso ne bénéficieraient pas au peuple burkinabé, mais plutôt pour soutenir le régime en place, monsieur le président Balakani. Ce sont des propos qu'il a tenus comme ça le 3 avril au Sénat, et le Burkina Faso a réagi par une déclaration que son ministre des Relations extérieures a fait, là où il dénonçait les propos très graves de M. Michael Langley, tout en rappelant que Michael Langley est le sixième, c'est le sixième commandant, c'est le sixième commandant de l'AFRICOM. Et l'AFRICOM, c'est une organisation stratégique des États-Unis où elle prend en charge 53 pays. Monsieur le Président, 53 pays africains, dont celui qui a parlé, Michael Langley, c'est pas n'importe qui. C'est un porte-étendard de l'armée américaine, c'est un haut gradé, le général. Il a mené plusieurs opérations. Il a mené l'opération qui a déboussolé le gouvernement de Kadhafi en 2008 sous Barack Obama. Donc il est très connu d'être le porte-étendard d'une diplomatie offensive américaine. Monsieur le Président Balakani, donc le Burkina Faso a pris la gravité des déclarations de Michael Langley. Nous mettons à votre attention, Monsieur le Président Balakani, cette question que beaucoup d'Africains et notamment le peuple burkinabé vont se poser et que nous allons soumettre à votre attention, c'est est-ce que les États-Unis ou encore est-ce que l'État profond américain à partir de Langley n'est pas dans une logique de déstabiliser le Burkina Faso et l'AES? D'abord, premièrement, il faut remettre les choses à leur place. On ne conçoit pas qu'un militaire, futur général, parle comme ça, sauf si l'autorité militaire aux États-Unis est au-dessus de l'autorité civile. Mais il était au Sénat, il a tenu ce propos au Sénat américain, monsieur le Président, c'était le 3 avril. Ça ne change rien. Mais il a été affecté, monsieur le Président Balakani. Ça ne change rien. Il ne parle pas à son propre nom, il parle en tant que quelqu'un qui est sur le terrain africain, monsieur le Président. Mais je maintiens ce que je dis donc. On est dans le cadre d'une audition du Sénat. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que, dans ce cas, il faut attendre voir la réaction de l'État américain, qui a un dirigeant qui s'appelle Donald Trump, alors où nous parlons. Donald Trump a voulu inviter, a souhaité recevoir le président Traoré aux États-Unis. J'espère que vous êtes au courant de cette situation. Si, monsieur le Président. Le président Traoré a décliné cette invitation. Alors, c'est pour ça que, dans le cadre d'une audition du Sénat, il faut savoir si cette audition s'est passée a posteriori de l'invitation du président Donald Trump,
Ou après? Oui, ou après. Mais ça change. Invitation dans le sens, que le président Traoré a rejeté l'invitation. Il faut bien inscrire, n'est-ce pas, cette audition du Sénat. A posteriori ou a fortiori. Il faut bien comprendre la remarque qu'ils sont en train de faire. Un militaire est soumis au civil. Et c'est même ça les auditions du Sénat. Les auditions du Sénat visent aussi à conforter le fait que les militaires sont soumis aux civils et que leurs actions sont contrôlées par le peuple américain, représenté par les sénateurs, entre autres. C'est important. Alors, cette tradition est connue aux États-Unis. Alors, on a vu ça avec Mme Nuland. Vous connaissez Mme Nuland, la secrétaire d'État, je crois, conseillère, je crois que c'était conseillère. Mme Nuland, elle n'est pas la seule. C'est une tradition américaine. Le problème est de savoir aujourd'hui si c'est ça, si c'est la politique de Donald Trump à l'égard de Burkina Faso. Parce que ce militaire, qu'est-ce qu'il exprime? Une pensée personnelle ou une politique? Ou une démarche politique des États-Unis? Alors, dans tous les cas, ce sont des propos inacceptables. Parce que, comprenez ma préoccupation. Est-ce qu'il faut que nous nous acharnons sur ce militaire en sachant qu'un militaire n'est qu'un exécutant? Votre question à distance, Monsieur le Président, parce que je voulais préciser quelque chose. Parce que s'il faut s'acharner sur ce militaire, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. On le mettra à sa place très rapidement. Mais on n'aurait pas résolu le problème. Le problème, je le répète, c'est que ce militaire s'exprime dans quel cadre? Dans le cadre d'une stratégie officielle américaine. Dans ce cas, c'est à M. Donald Trump qu'il faut s'en prendre. C'est à l'État américain qu'il faut s'en prendre. Pas par un petit exécutant, un futur général. Parce qu'un général, je répète, met en exécution la stratégie arrêtée par son État. C'est important de rappeler ça. Justement, Monsieur le Président, je voulais donc vous relancer là-dessus parce que vous faites bien de le préciser, puisqu'il ne s'est pas attardé seulement sur le Burkina Faso. Il a poursuivi ces mots en disant que, parce qu'il a reconnu devant le Sénat, devant le Congrès, je veux dire américain, que 80% des chefs de coup d'État récents en Afrique ont été formés par l'armée américaine. Et il a aussi poursuivi en disant que depuis la création de Africom, il y a eu un fort mouvement terroriste qui est passé de 2% à 40%. Et Africom a été créé en 2008. Il faut donc comprendre que, vous voyez très bien que quand vous comprenez cette démarche, vous arrivez au cœur du problème. Africom, c'est une stratégie américaine qui n'est pas nouvelle, qui coordonne simplement la déstabilisation des États dans le cadre d'une stratégie globale américaine. Lui-même, il vous reconnaît, il dit que depuis qu'ils sont là, les terroristes sont devenus encore plus forts. Oui, ils sont passés de 2% à 40%. Très bien, depuis la création d'Africom en 2008. Il ne peut pas seulement avouer en face de vous, mais ça va arriver, c'est déjà arrivé plusieurs fois, n'est-ce pas, que le terrorisme et les terroristes participent de la stratégie américaine d'affaiblissement des États africains pour les reprendre dans le cadre d'une configuration de la géopolitique mondiale. C'est clair et c'est net. Mais en même temps, les missions d'Africom, c'est pour imposer la paix, même pas la force. Attendez, bon, ça c'est un discours naïf et idiot. L'Amérique est un État terroriste. Les USA, c'est un État terroriste. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Al-Qaïda, l'État islamique du Levant, tous les groupes terroristes ont été pour la plupart fabriqués et entraînés, nourris et financés par l'État profond américain, par la CIA. Mais allez les Wikileaks, est-ce qu'il faut encore appeler ça? C'est connu, c'est vraiment, nous rappelons ça parce que bon, il faut souffrir, comme on dit. Mais c'est des lieux, ce sont des lieux communs. Et il y a 15 ans, comme on expliquait ça, on nous opposait des docteurs, des agrégés en stratégie au Cameroun et en Afrique pour dire que vraiment il faut arrêter ça. Les terroristes, ça provient, ce sont des contrebandiers, ils vendent du Marlboro, ils sont les vendeurs de drogue, etc. Il faut arrêter ça. C'est la faillite des États qui justifie, n'est-ce pas, les populations sont fatiguées de mauvaise gouvernance. Mais maintenant que tout est dehors, c'est dehors, non.
Il y a des débats que Barakani n'a plus envie de faire. Tellement les faits ont démontré que bon, si on fait la géopolitique maintenant en Afrique, on commence à un certain niveau. Et ce niveau, c'est ce que je suis en train de vous dire. L'Amérique, c'est un État terroriste. C'est-à-dire le terrorisme est une stratégie de sécurité américaine. Je répète, le terrorisme est une stratégie de sécurité américaine. Expliquez cette phrase, Monsieur le Président. Mais c'est quoi la sécurité américaine? La sécurité américaine, c'est quoi? D'ailleurs, comment l'Américain a divisé le monde? Quand on parlait d'Afrique comme tout ça, Afrique comme, Europe comme tout ça, c'est quoi? C'est que l'Amérique estime que dans ses missions auto-générées de gendarmerie mondiale, elle considère la planète comme un territoire américain. L'extraterritorialité n'est pas savoir la conséquence du dollar. Non. Ce n'est pas écrit officiellement. L'extraterritorialité correspond à une réalité militaire. Et qui fait que l'Amérique a divisé le monde, la planète de la Terre, en zones militaires, monsieur. Alors, et si ces zones militaires, dans le cadre de l'extraterritorialité militaire, sont des territoires américains, mais elle fait ce qu'elle veut là-bas. Elle remet l'ordre en fonction de ses intérêts. Et c'est comment elle reconfigure la situation. D'abord, elle considère que tout État qui n'est pas lié sur Washington est un État voyou. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un État voyou. Bon, un État voyou, ça veut dire que l'Amérique peut décider de manière préventive de le renverser. Vous bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et cette décision revient à l'Amérique seule. Elle n'a pas de compte à rendre à quiconque sur la Terre. Puisque si vous êtes considéré comme un État voyou à Washington, dans le cadre de ce que je suis en train de vous dire, qu'il y a une stratégie, je pense à ce niveau, la différence entre l'État profane de Donald Trump, la frontière sera minime. Hein. Sauf que bon, Trump, tout ça, il met ça au service de la guerre commerciale. Mais c'est ce que je vous dis là, c'est fondamental aux États-Unis. C'est fondamental. Je veux dire qu'il n'y a pas trop de différence là-dedans. Il y a une différence de méthode, mais dans le fond, c'est la même chose. Donc, un général comme celui-là ne peut pas parler d'un pays souverain de la sorte s'il ne considère pas que dans le cadre de l'extraterritorialité américaine, qui fait de l'Amérique le gendarme du monde, donc les missions de maintien de l'ordre, donc le renversement d'un dirigeant comme Traoré est assimilé à du maintien de l'ordre international à ce niveau-là. Bien comprendre ce que je suis en train de dire. C'est assimilé à du maintien de l'ordre. Et le reste là, c'est une rhétorique pour l'opinion publique américaine, c'est une rhétorique habituelle à savoir, disons, il gère mal son pays, ce sont des ressources détournées, etc. Sinon, je répète, si on ne comprend pas ça, on va s'acharner sur ce petit militaire qui n'est qu'un général, c'est-à-dire un exécutant. C'est l'État américain là qui est en jeu, qui est au cœur de cette affaire dans sa politique à l'égard des pays africains. Je voudrais vous rappeler, il y a 2 ans, je crois 2 ans, l'État américain a fait endosser une loi qui consiste à punir tout État africain qui commerce avec la Russie. Vous avez oublié? Si, monsieur le Président. Ça, c'était un tollé en Afrique et nous étions en première ligne d'administration. C'est nous qui avons commencé à dénoncer cette loi. Ça punissait, ça allait jusqu'à l'assassinat des activistes et éditeurs d'opinion qui avaient pour seul don délit de commercer ou bien de faire de l'activisme au profit de la Russie. Alors, ce qui était grave, c'est que ça signifiait que tous ceux qui faisaient de l'activisme pour le compte des Américains étaient des saints, des élus de Dieu. Ils faisaient un bon travail. Et que bon, quiconque serait soupçonné de faire ça pour le compte de la Russie est un ennemi qu'il faut effacer de la terre. Vous voyez, dans ce type d'attitude, trahir la situation d'un État qui considère que l'extraterritorialité générée par le dollar a pour contrepartie militaire, je répète encore, le fait que la planète c'est un territoire américain. On ne le dira jamais, mais le fait est là. Et regardez le dit de ce général. Il est moulé dans cette politique. Vous pouvez me le savoir maintenant. Est-ce que Donald Trump assume ça? Mais il n'est pas loin des propos de Donald Trump, parce que lui-même il a parlé de la guerre contre les États du BRICS. Il a parlé de la guerre face à la Chine, face à
à la Russie, à la Turquie. Il a même rappelé que la coopération avec la Chine n'a rien apporté aux pays africains et qu'il était temps d'abandonner ce genre de coopération. Bon, vous avez donc le problème. C'est ça le problème. Vous avez donc le problème. C'est que justement, on voit très bien que, et ça je l'avais déjà dit, la vraie bataille est là. C'est-à-dire que l'Afrique devient une très belle femme, extrêmement courtisée à cause de sa beauté. Elle attire, dans le cadre de cette triangulaire géopolitique qui se dégage à la faveur de cette évolution, de l'évolution de la géopolitique mondiale, la Chine, l'Amérique et la Russie. Avec le déclassement d'un ensemble de partenaires traditionnels de l'Afrique, l'Europe, etc., qui est complètement déclassé. Cette triangulaire va déboucher sur un intéressement objectif plus accentué, n'est-ce pas, de l'Afrique. Mais c'est parce que vous êtes une belle femme que vous ne pouvez pas être violée. Hein. On n'a pas besoin de vous faire la cour, vous violer. Bon, l'État américain, lui, il a longtemps qu'il pratique le viol des nations, le viol des peuples. C'est la tradition de l'État américain, au nom de sa destinée manifeste, au nom de son élection. Alors, et Trump a bien montré les couleurs. Donc, ce que moi, Bandakani, je dis, c'est que concernant les cas de l'AES, notre communication est particulière, je le répète encore, parmi tous ceux qui défendent l'AES. Moi, je ne parle pas en termes de est-ce qu'on va faire ceci à coup d'État. J'ai dit aucun État de l'AES ne serait pas déstabilisé. Ça, je ne l'ai pas dit. Vous l'avez dit. Donc, il faut bien rester dans ce cadre-là, qu'aucun État de l'AES ne sera pas déstabilisé. Donc, fort de ça, j'ai averti donc à ce troubadour de général. Parce que moi, depuis, j'ai évité de m'en prendre à lui parce que je considère que c'est parce que le général, quand vous voyez sa tête là, il est général, bon. Soit on s'en prend à lui, et ce serait petit, naïf, soit on fait comme on a fait, on s'attaque, n'est-ce pas, aux fondamentaux de cette politique, qui participe de la stratégie même américaine. Et là, on dit Donald Trump monte à temps. Est-ce qu'il est temps pour les Africains d'entrer dans une nouvelle ère d'autodétermination? On y est. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est l'indépendance. C'est l'indépendance et la souveraineté. Le mot autodétermination, oui, ça vaut ce que ça vaut dans le cadre des Nations Unies, mais nous ne sommes plus sous tutelle, on n'est plus sous mandat. C'est l'indépendance, c'est la souveraineté. Et ce n'est pas négociable. Donc, nous on attend Donald Trump. Et c'est l'occasion pour moi d'avertir Donald Trump que ça va être, l'Afrique risque d'être son tendon d'Achille. L'Afrique risque d'être son tendon d'Achille. Les conditions dans lesquelles il a été élu et son discours, où il a passé le temps à dire que Dieu l'a sauvé, Dieu l'a sauvé, Dieu l'a sauvé. J'espère que dans sa tête, le Dieu dont il parle n'est pas un Dieu américain. N'est pas un Dieu américain. C'est-à-dire le Dieu qui a effacé les Indiens, le Dieu qui était un génocidaire, le Dieu qui aime l'Amérique au détriment des autres peuples, etc. Il faut bien y comprendre. Moi, nous le suivons de près, hein, nous le connaissons très bien. Donc, alors, quand on l'entend parler, moi qui l'entends bien parler et tout, je lui dis, son erreur, sa mort va venir du fait de la relation qu'il aura avec l'Afrique. C'est là une relation de petits Yankees, qui a besoin d'un nouveau Far West pour s'exercer au tir. Mais nous l'attendons de pied ferme et il verra très bien qu'il s'est trompé, totalement sur la ligne. Donc c'est un propos qui traduit simplement la sauvagerie américaine. C'est un État barbare, c'est un État terroriste, n'est-ce pas, qui a de la peine à se remettre, n'est-ce pas, de la tradition qui est, comment dire ça, qui est pratiquement son essence. Merci, Président Makani, merci. Espérons que nos internautes nous suivent vraiment. Nous avons une préoccupation de Madame Sylvie Nzanga, ingénieure culturelle, diaspora camerounaise Paris-France. Oui. Elle a plusieurs préoccupations pour laquelle j'aimerais commencer par la diaspora. Elle dit notre constat est celui de nombreux blocages
structurelle et conjoncturelle, comme si tout est permis en œuvre pour qu'elle reste éloignée de l'Afrique. Exemple, avec l'expatriation, plus facile pour un homme africain. Du moins, c'est le constat fait à notre niveau. Sa préoccupation. S'agissant du Cameroun, si le NMP accédait au pouvoir, quelle place accordera-t-il à cette problématique? D'abord, je voudrais la saluer, c'est madame, vous avez dit madame. Minisili Zanga. Ok. Minisili Zanga. Madame Zanga, je voudrais la saluer de manière particulière parce que je pense que c'est quelqu'un qui nous suit, c'est quelqu'un qui nous suit, elle nous fait l'honneur de nous suivre assidûment. Moi, je voudrais la saluer de manière spéciale, madame l'ingénieure culturelle. Le problème de la diaspora camerounaise, en particulier de la diaspora africaine en général, est un problème complexe. Pourquoi il est complexe? C'est que notre diaspora n'arrive pas à surmonter quelques obstacles objectifs et même structurels qui sont en même temps un effet et en même temps une cause. La situation du continent en général et du pays facilite la tombée dans un piège qui est celui de mépriser le continent, de désespérer sur le continent et d'amener une certaine diaspora, je dis bien une certaine diaspora, à ne pas épouser le combat anti-impérialiste. Pour des raisons objectives évidentes, à savoir, beaucoup ne sont pas préparés à faire de leur pays d'accueil un point de départ, du moins un lieu où on peut organiser le combat contre le système. Parce qu'à partir du moment où le pays d'accueil devient le paradis, dans une certaine mesure, à partir du moment où on est là-bas pour sortir de la survie et de la pauvreté, il n'est pas évident en même temps de concilier ça avec le combat révolutionnaire, c'est-à-dire le combat anti-impérialiste, qui aujourd'hui devrait être le moteur de tous les Africains. Monsieur le Président, vous parlez de la diaspora africaine ou camerounaise ou bien d'une certaine diaspora? Les deux. Parce qu'il y a une phrase de la diaspora, Monsieur le Président. J'ai précisé une certaine diaspora, mais les problèmes structurels que je pose frappent toute la diaspora. Dans ses différentes composantes. La composante qu'on pourrait qualifier de composante élitiste, celle qui a réussi en partie à s'insérer, parce que la diaspora n'est jamais totalement insérée, jamais. On n'est jamais inséré à l'étranger quand son continent est dans l'état où se trouve l'état, le continent africain. Donc il y a une certaine diaspora élitiste, celle qui a réussi, celle qui a un ensemble de capitaux culturels, intellectuels, universitaires, c'est-à-dire qui les permettent de soutenir la compétition qui sévit dans le champ social à l'étranger, à l'étranger. Vous avez une diaspora qui est complètement qui relève carrément de la racaille et qui fait tout le bruit et qui est récupéré par les services secrets étrangers dans le cadre des bas-fonds de la géopolitique, n'est-ce pas? Et vous avez une diaspora étudiante qui se cherche, qui veut acquérir, n'est-ce pas, ses diplômes. Vous avez une diaspora de travail, n'est-ce pas, qui essaie tant bien que mal de bosser, on dit de bosser dur, et de nourrir la famille, et de s'inscrire dans ce qu'on appelle une espèce de géopolitique de l'humanitaire, qui consiste à soutenir les familles qui sont restées. Donc, toutes ces strates de la diaspora, n'est-ce pas, sont à prendre en compte quand on fait une analyse de la diaspora. Parce qu'il n'y a pas de diaspora, il y a les diasporas. Maintenant, quand on parle de la diaspora, ça suppose un travail d'articulation de tous ces différents strates qui structurent
et qui constituent les composants de la diaspora, afin de dégager une idée générale de la diaspora. C'est ce que c'est en train de faire. On est obligé de faire ça. Donc, quand on a fait tout ça, l'idée générale, c'est que notre diaspora, dans l'ensemble, la diaspora camerounaise et africaine, est en situation. Parce que les pays d'origine sont des néocolonies. Si on prend le cas du Cameroun, sont des néocolonies. Et ça suppose un niveau d'ingérence extraordinaire dans les affaires politiques de ces pays-là. Ça fait que la diaspora souvent qui, depuis l'étranger, nourrit des projets pour le pays, veut changer les choses, n'est-ce pas, dans le pays, peut être très sensible à une certaine trompette géopolitique occidentale qui consiste à faire des alternances politiques l'horizon indépassable, n'est-ce pas, des nécessités de transformation structurelle et politique dans les pays. Et finalement, elle est au carrefour d'une manipulation géopolitique puissante qui souvent la met en porte-à-faux avec les dirigeants des pays, de leur pays d'origine. Pour chuter sur cette question, M. le Président. Non, c'est une question importante. Elle est très importante. Il faut respecter cette question, elle est très importante. Donc, on est dans cette situation-là. Alors, donc, j'avais déjà dit, et je répète que ce n'est pas la diaspora de développer le pays. Non. La diaspora ne peut rien faire quand les gouvernements qui sont en place n'ont pas de projet, de salut pour leur nation, n'ont pas de projet de développement réel pour leur pays, de libération de leur pays. Une diaspora ne peut pas faire du miracle. Une diaspora s'adosse, s'appuie sur un projet, n'est-ce pas, de l'État et du gouvernement qui soit ambitieux pour le pays. Or, la colonisation, la néocolonisation empêche justement l'émergence d'un tel projet. Et qu'est-ce que ce choc nous laisse à la diaspora? C'est de choisir entre la démocratie néocoloniale et l'espérance panafricaniste. Donc, elle est tiraillée. Elle est tiraillée. Donc, mais bon, je faisais le constat d'abord, parce que je respecte beaucoup sa question. Je faisais un constat. Maintenant, la solution, c'est si le LNP arrive au pouvoir, ça veut dire que le LNP arrive au pouvoir avec le projet qu'il porte. Ce projet, il est connu. C'est un projet profondément panafricaniste. Dans le sens où, si on dit démocratie, c'est la démocratie de la libération, qui conjugue la démocratie et les exigences d'indépendance et de souveraineté. Si on dit économie, c'est l'économie de la libération. Et là, la diaspora. C'est-à-dire que le FMI, la Banque mondiale, tout ça devient des instruments. Écoutez bien l'ambition. Devient des instruments, pas des fins, comme dans le cas de l'économie actuelle. Si nous disons, si elle n'est pas au pouvoir, c'est une culture de la libération. Intransigeance sur le LGBT et consorts. Je dis bien intransigeance. Mais une nouvelle culture sociétale qui puise profondément dans les traditions africaines et sur les espérances de l'espèce humaine. Enfin. Sur le plan monétaire, c'est la rupture avec l'ordre monétaire que nous connaissons. Donc c'est ça le projet. Donc c'est sur ça que nous allons greffer la diaspora. Alors, la diaspora, on va tout faire pour unir la diaspora autour de ce projet. Ça, c'est la vision. Maintenant, il y a un ensemble de mécanismes qu'on peut mettre sur pied. On peut s'inspirer des diasporas, des autres diasporas, de l'histoire des diasporas dans le monde. C'est pas un péché de s'inspirer. Comme la diaspora chinoise et japonaise, par exemple. Chinoise, japonaise, juive, pourquoi pas, sans emprunter leur sionisme, juive, etc. Donc il faut s'inspirer de tout ça pour dégager une trajectoire particulière dans laquelle la diaspora doit s'engouffrer pour donner tout ce meilleur que nous connaissons d'elle, n'est-ce pas, à son pays, le Cameroun. Une diaspora productive, Monsieur le Président. Non, elle n'est plus que ça. C'est une diaspora qui est compétente, qui est remplie d'ambition, qui est exaltée, qui a des ressources extraordinaires. Il y a tout ça qu'il faut mobiliser. Donc, quand j'ai expliqué ça,
Le reste, ce sont des instruments qu'il faut faire, des mécanismes qu'il y a à mettre en place au niveau financier, au niveau de leur participation originale aux affaires de leur pays. Pas seulement une place au Parlement, des trucs, pas les choses classiques qu'on a vues là, si vous comprenez, mais des choses nouvelles. C'est-à-dire que je prends un exemple. Aujourd'hui, avec l'explosion des moyens de communication, un territoire n'est pas seulement physique. Un territoire, c'est aussi il est numérique, il est digital. Vous voyez que là, il n'y a pas de frontières. Désormais, avec le digital, il n'y a plus de frontières entre les Camerounais de l'étranger et ceux du pays. Mais ça, il faut que l'État puisse créer une interface qui permet de passer du physique au digital. Et ça veut dire que désormais, à partir de là, on n'est plus... De fait, ça sera même pour la diaspora. On crée déjà, on crée déjà une base pour les intégrer d'abord directement. Ça fait qu'ils participeront directement à la définition des politiques sectorielles dans le pays. Et à partir du moment où ils sont impliqués dans cette définition, mais c'est fini, c'est parti. Quand quelqu'un se sent impliqué, c'est fini. On les implique directement. Mais ça, le Cameroun ne fait pas ça. Le Cameroun a des méthodes de participation mais qui donnent la part belle au monopole de l'administration sur la pensée de l'avenir du pays. Nous n'aurons pas fait ça, non. L'administration n'a pas le monopole. Non, n'a pas le monopole. Et là, la diaspora elle sera citoyenne du pays à partir, n'est-ce pas, de l'interface qui est mise en place pour annuler la distance physique. La distance physique et la rapprocher davantage du pays par les mécanismes de moyens de communication. Quand ce rapprochement est fait en temps réel, tout est possible. On peut mettre sur pied une agence spéciale, on peut créer, si vous voulez, un ministère, on peut créer le Parlement. Il y a les obligations, quand on dit obligations, je veux dire, au niveau financier, les obligations de la diaspora. On peut faire mille choses qui, n'est-ce pas, permettent à ce qu'on peut aménager un statut spécial pour ceux qui veulent venir investir dans le pays, y compris même créer des tribunaux spéciaux pour eux, n'est-ce pas, etc. On peut faire beaucoup de choses, mais ce qu'il faut d'abord, il faut cette base-là. Donc voilà un peu le projet du de manière schématique, notre démarche à l'égard de la diaspora. Voilà. Merci, Président Manakani. Nous allons atterrir en Algérie, mais nous restons toujours par l'une des préoccupations de Mme Minzili Zanga. Elle vous a écouté, elle vous suit, elle suit vraiment le mouvement populaire, oui. Et notamment l'émission que nous avons faite sur l'Algérie, le conflit Algérie-Mali, où vous avez appelé à la retenue, vous avez pris de la hauteur, vous avez appelé à la retenue des deux parties et que la paix serait au profit de l'Afrique, Monsieur le Président. Mais elle vous pose cette question, que faire si l'Algérie ne veut pas entendre raison? On tirera les conséquences. Quelles conséquences, Monsieur le Président? D'abord, elle entendra raison. Elle entendra raison. Quand moi j'ai appelé à une paix rationnelle, je ne l'ai pas fait sur la base de l'émotion, comme ça a été le cas pour beaucoup. Je l'ai fait sur la base de l'étude d'un ensemble de données. La géopolitique se fait sur la base des données. Vous voyez, il y a des données. Donc, les données montrent que l'Algérie ne peut pas se comporter n'importe comment à l'égard de la RS. La preuve. Vous avez vu le retour, c'est-à-dire que la diplomatie algérienne, rapidement, a changé de position et de ton. Pourquoi? Je vous dis, ce n'est pas pour vos beaux yeux. C'est parce que même l'Algérie, malgré tout, c'est un État rationnel. Et beaucoup d'Algériens ne partagent pas votre opinion. Non, je parle de l'État algérien. Je ne parle pas des excités des réseaux sociaux. Est-ce qu'une excité peut changer quoi une réalité? Parce que lui, là, on affronte pas une réalité avec seulement l'émotion. Vous allez vous casser la gueule. L'État algérien est rationnel. Et nous lui avons démontré que la rationalité géopolitique, c'est qu'elle comprenne que sa profondeur à l'heure actuelle, c'est l'AES. Puisqu'avec la France, elle ne peut rien construire de bon. Elle sait. Et la France vient de trahir l'Algérie en reconnaissant la marocanité du Front Polisario. Vous voyez ça? Donc, les choses sont claires. Elle entendra raison. Notre rôle, c'est de travailler pour la paix, pour qu'il y ait ce que j'appelle l'apaisement rationnel. Ça, c'est notre rôle. Mais il est évident que si l'Algérie n'entend pas, elle entendra raison parce qu'elle sait bien qu'aujourd'hui, l'AES,
Ce n'est pas un ennemi militaire. On ne peut pas reculer l'OTAN si on est un ennemi militaire. Hein. Quand l'OTAN dit qu'on va attaquer le Niger, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux pays ont dit, vous tentez d'entrer en guerre, pourquoi l'OTAN a reculé? Moi je parle de l'OTAN parce que l'État voyou qu'on appelle la France ne pouvait pas... C'était l'OTAN qui gagne. Pourquoi ils ont reculé? Alors, parce qu'ils savent que c'est pas une aile militaire. Donc, l'OTAN est rationnel, l'Algérie est rationnelle. L'OTAN, l'AES, ce n'est plus un aile militaire. Donc, pour la stabilité de l'Algérie et pour la réussite de ces projections stratégiques, elle doit collaborer avec l'AES. C'est ça la base rationnelle. Je pense que là, c'est pour une question sur la RDC. On va revenir, Monsieur le Président. De quelle option disposerait l'AES pour, d'un côté, asseoir sa souveraineté et de l'autre, ne pas rentrer dans un scandale, une escalade? Une escalade avec l'Algérie. Mais est-ce que l'AES... Oui, mais l'AES affirme sa souveraineté. Je voudrais vous rappeler qu'un État qui affirme sa souveraineté est toujours le premier à connaître les limites de sa souveraineté, c'est évident. Je n'affirme pas ma souveraineté en empiétant sur celle de l'autre. Je pense que tous les États savent manier ça. Si j'ai ma souveraineté, c'est parce que l'autre aussi a sa souveraineté. La notion de souveraineté n'est pas une notion qui s'exprime dans le cadre Madame Gassa, Madame Béatrice Niassem. Ça s'exprime dans le cadre d'un absolutisme de la souveraineté. Dans le sens de quoi? Dans le sens où je considère que ma souveraineté, pour qu'elle existe, celles des autres doivent disparaître. Ça, c'est l'impérialisme, ça. L'AES n'est pas une institution impérialiste. L'AES demande simplement que sa souveraineté, telle que les tests internationaux, parlons comme eux, hein, l'ont consacré, telle que les aspirations des peuples le consacrent, telle que la lutte multiséculaire du peuple africain le consacre, c'est tout. C'est tout. Et à ce niveau, je vous assure, l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, ils savent très bien, ils sont au fait de cette situation. C'est l'Algérie qui a un problème parce qu'objectivement, elle est dans une posture de puissance sous-régionale et la manière dont elle a construit, n'est-ce pas, ses projections sous-régionales n'ont pas anticipé sur un ensemble d'évolutions. C'est ça le choc que l'Algérie est en train de gérer. Mais mon rôle aussi, ce n'est pas de venir insulter l'Algérie comme d'autres font. Non, non. C'est de rappeler aux gens que nous aussi on a intérêt à ce qu'on ne déstabilise pas l'Algérie. Et que ce qu'on fait au Maroc, là, les histoires de Maroc, France, là, tout ça, c'est pas pour le bien de l'Afrique. Et nous rappelons que l'Algérie est dans le collimateur de l'État profond. Le Maroc n'est pas dans le collimateur de l'État profond. Au contraire, il est un pion dans l'échiquier de l'État profond. Est-ce que cette différence-là, si on est sérieux, suffisent pour qu'on gère l'Algérie avec la fermeté, mais aussi la sagesse et l'ouverture? C'est de ça qu'il s'agit. Bon, j'admets que... Désolé, mais ce n'est pas la portée de tout le monde. J'admets ça. Mais nous, on fait le tout travail. On le fait. Bien entendu, Monsieur le Président. Nous allons atterrir au Cameroun où nous allons certainement un peu insister. Et cette fois-ci, c'est avec M. Takam Augustin de la ville de Bamendjou, Cameroun, à l'ouest du pays, Monsieur le Président. Sa préoccupation est dit: j'aimerais que le Président nous explique le processus de l'alternance au Cameroun en insistant sur la nécessité ou pas du processus électoral. Bref, les élections seront-elles vraiment nécessaires? Ça, c'est la question de M. Takam Augustin. J'ai dit que l'élection n'est pas vitale pour un pays. Je l'ai dit. Lors de l'émission que nous avons faite sur le cadre électoral au Cameroun, je renvoie les gens à aller sur cette émission, parce que c'est une émission incontournable désormais dans la compréhension des enjeux liés à ce qu'on appelle l'élection transparente. Bon, cette émission est désormais incontournable pour comprendre les enjeux. Nous avons démontré par cette émission le faux jeu que jouaient les adeptes de la disant amélioration du cadre électoral, l'élection transparente. Code électoral. Voilà, nous avons démontré que, bon, je voulais pas arriver là, parce que quand on nous dit, je crois qu'il y a une question de quelqu'un qui va venir dessus, quand on nous dit que
nous roulons pour le régime à tout prix. C'est ça, à tout prix. Bon, les gens, ceux qui ont suivi cette émission ont bien vu que nous avons longtemps ménagé l'opposition camerounaise. Puisque, parlons comme eux, puisqu'ils parlent d'opposition camerounaise. On explique aux gens la réalité, ils font semblant de ne pas voir. Mais si quelqu'un nie un mur, qu'on le montre, on le laisse, il casse la tête sur le mur. Quand il va aller faire casser le mur, s'il est vivant, tant mieux. S'il meurt, le débat est clos. Mais s'il est vivant, je crois qu'il sera le premier à dire aux gens, attention, il y a un mur là-bas. Il y a un mur là-bas. Donc, nous avons beaucoup ménagé l'opposition camerounaise, mais face aux enjeux qui traversent notre pays, on ne peut pas continuer à se taire. Voilà pourquoi cette émission, nous avons démontré aux gens que c'est de la fanfaronnade, ceux qui réclament, tout ce qu'on fait là-dedans, c'est le bruit, c'est un vacarme politicien. Parce que nous avons démontré que on ne peut pas parler au Cameroun de transparence électorale si on ne met pas sur la table des prérogatives essentielles que le président de la République a en matière de découpage électoral, en matière de figure tutélaire du cadre électoral. Et je dois démontrer que si les opposants camerounais, ils revendiquent le monopole, n'est-ce pas, de ce titre-là, y compris ceux qui découvrent l'opposition il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est parce qu'eux, ils espèrent qu'une fois au pouvoir, ils vont utiliser les mêmes manettes. Mais après, dans quoi on se retrouvera? Une affaire de Pierre qui a dit à Jean, ôte-toi de là, et qui a pris sa place. Parce que lui aussi, il va imposer son cadre électoral qui l'arrange en s'appuyant sur ces prérogatives stratégiques que nous sommes les seuls à avoir mis sur la table. Les seuls. Nous avons rappelé ici qu'à la lecture du code électoral, il faut que les gens lisent le code électoral. Les missions de l'ECAM. Titre 2. Il faut lire. Les missions de l'ECAM. Donc, on ne change pas un pays par le cadre électoral. Il faut arrêter ça. C'est le mensonge. Ou bien c'est le cadre électoral qui fait la puissance des États-Unis. Vous êtes sérieux? La puissance de la France? Ou est-ce que le code électoral a fait la puissance d'un pays? La puissance d'un pays, c'est pas le cas d'abord. Tous les pays qui sont les démocraties là. Ça me rappelle quelque chose que j'ai rappelé, je crois, mardi, mais il faut revenir dessus. Dieu fait H. C'est H ou c'est H. Bon, moi je ne suis pas américain, je prononce comme on dit, ça vient comme ça vient. Nous parlons comme ça. Dieu fait H. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous a certainement écouté. Il dit que mais les pays occidentaux ne peuvent faire de démocratie. Puisque, comment expliquer qu'ils sont des démocraties à l'intérieur et à l'extérieur? Ils font tout ce qu'ils font. Cette position de Dieu fait H a fait le tour du monde. Pourquoi? C'est un blanc qui parle. Le président Banakal dit ça depuis 15 ans. Mais je le fais plutôt les insultes. Pourquoi les Africains peuvent saluer la sortie de Dieu Sage et insulter le président Barakani alors qu'il dit les mêmes choses que moi j'ai dit depuis 15 ans? Mais monsieur le président Barakani, une problématique reste quand même à répondre, monsieur le président. Mais attendez, je réponds à Takam. Je suis en train de lui répondre. Je réponds à Takam et je lui réponds le plus largement possible. Je pense que c'est parce qu'il comprend. Et sa question est clairement posée. Voilà, il a compris. Je pense même qu'il a bien suivi cette émission. Parce que ta question est limpide, elle est claire. Donc, on ne change pas un pays par le code électoral. Laissez ça à M. Kamto. Laissez ça au président Kamto. Et si les présidents africains, pour le cas du Cameroun, utilisent les élections pour légitimiser son pouvoir? Non, aucun président ne peut rester au pouvoir parce qu'il tue un code électoral. On vous le dit. Vous croyez qu'au Mali, il y avait un bon code électoral? Tout au moins, vous croyez qu'au Mali, le code électoral était parfait? Ou bien vous croyez que tous les présidents du Mali là, qui ont été renversés, ils étaient contents de dire que renversez-nous? Non. Je vous dis qu'aucun code électoral ne peut empêcher à un peuple qui veut chasser un régime de le chasser. Ce n'est qu'un cadre juridique. Quand il est débordé par les conditions de vie des masses, il va éclater. Je vous dis que les gens qui... Je ne sais pas, c'est un problème de culture politique, mais je pense que c'est même plus une question d'option de classe. Ceux qui ne font pas de la sociologie politique ne comprennent pas ce que nous sommes en train de dire. C'est plus une option de classe sociale. C'est-à-dire que vous avez des partis qui travaillent pour des classes sociales bien identifiées. La plupart des partis camerounais, et mon cher Takam, j'approfondis l'analyse, sont des partis
sociologiquement, ce sont des partis néocoloniaux. Ce sont des partis néocoloniaux. Ces partis-là donc insistent à dessein sur le changement du cadre électoral, faisant écho donc aux principes géopolitiques arrêtés par les Occidentaux. Mais, président, vous n'allez pas quand même nier qu'en démocratie, ce sont les élections qui légitimisent le pouvoir du président, monsieur le président. Ce n'est pas la démocratie qui a développé l'Occident. Comment accéder au pouvoir en dehors de la démocratie? Vous croyez qu'avant, il n'y a pas le pouvoir en Afrique? Les gens n'accèdent pas au pouvoir en Afrique. Faut pas... Le monde n'est pas né avec l'Occident. Leur domination, c'est 600, 700 ans. Et c'est fini. Et ce sont les pleurs d'une civilisation totalement en déclin, perdue. Nous allons pas récupérer les savoirs de la friperie, n'est-ce pas, des cultures de friperie, tout ça, n'est-ce pas, pour venir impressionner les naïfs en Afrique. Hein? Si vos élites ont pour culture les friperies occidentales, bon, ils vont épater les idiots. Nous mettons sur la table les vrais problèmes. Alors, est-ce que, je vous dis que l'Arabie Saoudite, là, il y a l'élection là-bas. Et comment ils accèdent? Il y a ce sont des monarchies. Ce sont les modèles ce sont les modèles choisis au préalable, mais les pays africains sont dans un modèle de démocratie. Et vous avez entendu les Occidentaux se plaindre que les monarchies du Golfe les dérangent. Il y a un rapport de force en même temps, il peut passer. Est-ce que les Américains, les Occidentaux se plaignent des régimes politiques du Moyen-Orient? Ils veulent les changer. Pourquoi c'est en Afrique où le building regime, tending régime est la mort? Pourquoi? Parce qu'on vous a évalué, on vous a pesé, vous êtes des esclaves heureux. Maintenant, parler comme ça, moi je ne sais pas, je cherche la popularité, je suis là pour vous dire la vérité. L'Africain vous a pesé. Les Arabes ne sont pas dans ce genre d'enfantillage. D'abord, les Blancs sont très heureux. Regardez le Maroc. Regardez, ça ne vous dit rien. Qu'est-ce qu'il y a avec vous-même, les Africains? Regardez le Maroc. Au Maroc, on baise la main du roi, c'est un dieu. Il est commandeur de croyants. On dit qu'il est sacré. Mais nous voyons tout ce qui n'est pas sacré. Mais on dit qu'il est sacré. Mais qui est le meilleur partenaire du Maroc, c'est pas la France. Et c'est pas les États-Unis. Est-ce que matin me dit on dérange les Marocains avec la démocratie, machin, le code électoral? Mais qu'est-ce que ce n'est pas avec les Africains? Les Africains de Sub-Sahara. Donc, le réel résiste, il y a un réel. En politique, il y a ce qu'on appelle le réel. Au Cameroun, la complexité de la sociologie de la population impose un réel politique qui traumatise certains. Et ils reprennent la friperie, les concepts fumeux de l'Occident, transparence électorale, machin. Il y a des élections transparentes en France. On lui a démontré maintenant les preuves sortent comme Macron a même gagné des élections en France. C'est plein de débat, il y a les preuves. Et nous, on l'a dit avant. Aux États-Unis, Biden a volé les élections. La tête est relancée. Et nous avons été le seul parti à dire que nous ne reconnaissons pas Joe Biden. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Hein? Non, pas oublié, monsieur le président. Nous avons été le seul parti. Nous avons été. Mais rappelez les faits. Vous avez un statut de plateau. Mais si vous rappelez les faits, en quoi ça enlève votre statut? Ce sont des faits. Nous avons dit Biden n'a jamais gagné d'élection. Mais la plupart des partis africains ont félicité Joe Biden. Vous avez oublié ça? On tassé des démocrates. Mais très bien. Biden peut être un démocrate. Un criminel peut être un démocrate. Regardez un peu l'ami son fils. On peut être un démocrate, on fait ça à son enfant même là. Mais les Africains ont couru pour aller saluer Joe Biden, démocratie. Qui vous parlez de la Troisième Guerre mondiale? L'enquête est relancée aux États-Unis. L'enquête est relancée aux États-Unis. Les Africains ont applaudi quelqu'un qui a programmé leur propre mort dans le cadre du Covid. C'est-à-dire que quelqu'un est démocrate, il programme la mort de l'humanité. Il est un démocrate pour les Africains. Parce qu'on les a possédés la tête, sont là, élection transparente, démocratie, de machin. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il faut être clair. Donc, je répète et je le dis. Alors, ceux qui croient aux élections, il y a un cadre électoral. Si vos leaders se taisent sur la question du découpage électoral, sur la question de celui qui a l'initiative dans la définition du code électoral,
Si les gens se taisent dans tout ça, mais pourquoi voulez-vous empêcher le président Biya de jouir de ça? Peut-être c'est bon. Pourquoi ce qui est bon, Paul Biya doit laisser ce qui est bon pour que vous venez prendre? On n'est plus en politique, on est dans la sorcellerie, je ne sais pas, c'est la sorcellerie. De quoi est-ce qu'on parle? Donc, l'alternance au Cameroun, ceux qui veulent à tout prix l'alternance sans s'en donner les moyens, c'est leur problème. Ils attendront l'alternance naturelle. Ils l'attendront. Quand on veut une alternance, on se donne les moyens. Mais ils ne se donnent pas les moyens. Peut-être qu'ils se donnent les moyens par voie démocratique. Vous n'avez pas vu le génie de la stratégie qui était à Rome? Vous n'avez pas vu? Bon, Rome a répondu, il est mort. Celui qui allait intervenir pour châter Biya est mort. Mais vous voulez quand on voit ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on pleure? Mais il faut qu'on pleure. Ce sont les grands stratèges, ce sont les génies de la résistance. C'est-à-dire, dans le monde entier, on n'a pas encore vu ça en termes de stratégie. Il fallait demander au peuple de venir intervenir. La France ne suffit pas. L'Europe ne suffit pas. Mais ils sont allés voir le pape, qui est Dieu. Donc la réunion de Dieu, de la France et de l'Europe, n'est-ce pas, vont balayer pour lui du pouvoir. Eh bien, le pape est mort. Bon, si Dieu est mort, c'est l'Europe qui va faire quoi? C'est la France qui va faire quoi? Je suis en train de vous démontrer comment des gens se donnent des missions sans s'en donner les moyens. Ça paye très cher en politique. Vous payez ça très cher. Paul Biya, ce n'est pas un amateur. Paul Biya, ce n'est pas un amateur. C'est un maître. Alors, on va dire qu'il le soutient. Non, moi, je suis lucide en politique. Je ne soutiens pas. C'est la vérité. Si quelqu'un est fort, dit qu'il est fort. Si quelqu'un est un maître, dit qu'il est maître. Paul Biya, c'est un maître. Il a de l'expérience. Il a assis sur un appareil qui dépasse le cadre même national dans lequel il fait sa politique. Mais si des gens, vous voulez affronter un pareil, monsieur, vous êtes encore au niveau du code électoral, c'est-à-dire vous faites des choses comme ça, ou vous mentez vous-même, vous avez déjà échoué. Nous renvoyons dans nos internautes dans l'édition cadre électoral, l'année du cadre électoral camerounais. À mon cher Takam, vous savez, souvent vous avez le résultat de votre anxiété. Il y a des anxiétés injustifiées. On vous pourrit la vie d'un pays comme ça, ça devient réel. C'est ça la révolution de couleur. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes en enfer, vous croyez que vous êtes en enfer, ça devient réel. Et vous créez une condition infernale dans votre pays. Il y en a qui pensent que bon, si ils ne sont pas au pouvoir demain, si bien Dieu encore 2 ans, ils vont mourir. Mais c'est là où l'intérêt, est-ce que le Cameroun s'arrête? Ceux qui pensent que le Cameroun, c'est qu'il faut qu'il soit président. Au cas où il ne soit pas président, le Cameroun doit s'arrêter. Mais ils vont vous définir le Cameroun comme étant un enfer, il faut tout casser maintenant, ça ne vaut pas la peine. Ils vont vous définir comme ça. Parce que c'est ça leur horizon. Mais moi j'ai passé 15 ans de ma vie, pour seulement, ceux qui me découvrent à l'occasion du panafricanisme, j'ai passé 15 ans en m'en foutant des élections, en m'en foutant de tout. Parce que je mettais mon pays en avant. C'est une autre démarche. Je m'en fous comme les cartes des jeux électoraux. C'est bien compris, monsieur le président. En 2018, vous avez soutenu le président Biya pour l'intérêt suprême de la nation. Depuis 2011. Depuis 2011, monsieur le président. 2010, quand je parle de Mandem, je pense sur le panafricanisme. Vous avez cessé de l'expliquer que c'était pour l'intérêt de la nation. nation. Mais qu'est-ce qui a empêché tous ces gens-là de penser aussi comme nous? Mais sauf que M. Takam a juste demandé des explications. Je pense qu'il est vraiment satisfait. Vous êtes allé au-delà des explications, M. le Président. Et c'est une occasion pour nous de rappeler à nos internautes qu'une émission avait été faite sur l'analyse du cadre et du système électoral camerounais qui est dans nos pages, dans nos plateformes YouTube, NMP officiel. Vous allez retrouver toutes les émissions, des analyses que le président Balakani a fait là-dessus. Monsieur le président Balakani, nous allons rester au Cameroun, bien que ce n'est plus dans le processus électoral. Cette fois-ci, c'est M. Jansam Alain qui demande est-ce que le fédéralisme communautaire est compatible avec le panafricanisme populaire. J'aimerais d'abord que M. le Président, vous qui êtes panafricaniste, de nous définir qu'est-ce que le panafricanisme populaire. Non, mais le panafricanisme populaire, c'est une démarche qui s'assure que l'histoire du panafricanisme, le patrimoine panafricaniste, c'est-à-dire l'histoire panafricaniste suppose qu'il y a un patrimoine, un héritage que les prédécesseurs nous ont laissé en termes d'héroïsme, en termes de combat, en termes de stratégie. En termes de stratégie, en termes de richesse idéologique,
en termes d'expérience vécue. Donc, il dit que c'est ça qu'il ne faut pas. Il dit, on est panafricaniste populaire quand on s'assure que l'immense majorité des populations africaines partagent ce combat. Il a raison. Et c'est ce que nous on est. Il ment pas, c'est clair. La différence que moi j'ajoute du XXe siècle, du XXIe siècle. Il a raison, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a bien compris. Alors quand on entre dans le panafricanisme populaire, Nkrumah est un horizon important, il nous enseigne beaucoup de choses, mais il faut s'en démarquer un peu parce que, et là on va voir la différence qu'il y avait entre Garvey et Nkrumah. Garvey disait qu'à partir d'un État, on peut faire le panafricanisme. Nous on allait plus loin, on dit à partir d'un quartier, à partir d'une maison, à partir d'une commune, on arrive, c'est ça le problème. À partir d'un homme. Oui, à partir partout, partout. Le panafricanisme n'a pas besoin. Quand on est panafricaniste, on commence à le faire là où on est. C'est possible, sans rejeter la perspective nkrumahenne. Nous, on réconcilie les deux. On réconcilie les deux et on est dans un dépassement qu'il faut aujourd'hui du panafricanisme, une pensée géopolitique, une pensée politique, une pensée stratégique et une pensée globale. La nuance et le détail, tout en restant populaire. C'est-à-dire dans le cadre d'un grand partage qu'on fait avec la masse de la population. Et c'est ce qui a été fait. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand vous m'avez présenté les questions, que ce monsieur était, vous avez bien dit que lui, c'est quelqu'un qui sait maîtriser les questions idéologiques. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que sa capacité à synthétiser en deux mots, en deux paradigmes simples comme ça, montre qu'on a affaire à quelqu'un qui a compris les enjeux. Sauf qu'il demande la compatibilité avec le Non, il n'y a pas de compatibilité. C'est pas le fédéralisme communautaire, c'est de la villageoisie déguisée. C'est l'idéologie, ça. C'est de la villageoisie déguisée. Et puis, moi je vous renvoie à des séquences sur Internet où monsieur, le promoteur du libéralisme, du fédéralisme communautaire, est en face d'un intellectuel, d'un universitaire, dont les compétences sont reconnues. On peut être en désaccord avec les orientations politiques de M. Ogonangini, mais c'est malhonnête de remettre en cause ses compétences. Il a fait ses preuves à ce niveau. Je vous renvoie à la séquence où il a démontré les limites de la forfaiture que constitue cette idéologie. Et maintenant, comme c'est une forfaiture, maintenant il est devenu panafricaniste. Pourquoi il fait ce type d'agrégation confusionniste? Parce qu'il sent très bien que son fédéralisme communautaire, c'est en réalité le libéralisme communautaire. Il ne veut pas seulement dire... Mais le libéralisme communautaire est même plus épais en matière de consistance idéologique. Je ne dis pas de pratique politique. Attention. En matière de consistance idéologique, le libéralisme communautaire est plus épais que cet aventurisme idéologique, un vagabondage idéologique qu'on a tenté avec un nom pompeux pour ne rien dire. Mais c'est la vision de M. Cabral Libri, c'est sa vision. Ceux qui comprennent, on l'a compris. En fait, le libéralisme communautaire... Le fédéralisme communautaire. Non, oui, puisque le libéralisme communautaire ne change pas la forme de l'État. Or, le fédéralisme communautaire, il y a la forme de l'État qui intervient déjà à ce niveau. Bon, si vous croyez à ça, continuez à croire. Vous avez affaire à quelqu'un qui, matin, midi, soir, célèbre l'impérialisme, prend des positions contre son continent, a soutient la flamme matin, midi, soir, a même dit à Mondo Vision qu'il est Macron. Aujourd'hui, il a honte d'assumer ça. Quand Macron a dit, je suis Macron, le Camerounais, aujourd'hui, il a honte d'assumer ça. Bon, un type comme ça, de quoi est-ce qu'on parle? C'est pour ça que maintenant, il dit qu'il est panafricaniste. Nombreux sont ceux-là qui disent qu'ils sont panafricanistes, on ne va pas citer les noms ici. Monsieur le Président, il y a une compatibilité radicale entre le panafricanisme populaire et ce que vous appelez fédéralisme communautaire. Il y a des mélanges qu'on fait pendant la vie. Monsieur Jassemane a bien compris. Il nous reste pratiquement moins de 10 minutes. Nous allons envoyer la dernière question, Monsieur le Président. Suite à la position du NNP sur les élections présidentielles, le président Mandakani a réitéré la position du NNP que le NNP a demandé une action exceptionnelle du vrai Dieu en faveur du Cameroun. Monsieur Pouemo Tchenga, il dit ceci: président Mandakani, votre position quant au changement du régime au Cameroun est comique. Dieu a déjà changé quel pays? Bon, j'estime que le mot comique, on peut laisser ça de côté pour ne pas entrer en polémique avec lui. On ne va pas descendre à ce niveau, mais on ne va pas prendre en compte sa question. Quand quelqu'un demande que Dieu a déjà changé quel pays, la question est simple. Qui l'a créé? Est-ce qu'il croit que Dieu l'a créé ou bien il
un auto-jaillissement hasardeux dans l'univers qui a évolué pour arriver au niveau où il est. Parce qu'il faut quand même qu'on veut débattre, qu'on ait débat. Parce que s'il est athée, il dit qu'il est athée, je comprends ça. Je le gère comme un athée. S'il dit que bon, il est religieux qui considère que Dieu ne fait pas la politique. Il y a des positions, beaucoup de chrétiens disent ça, beaucoup de chrétiens disent que Dieu ne fait pas la politique. Et que quiconque met Dieu à la politique, ça va être pour Satan. Moi j'ai entendu ça fatigué. Je peux comprendre, je veux simplement que, vous voyez, c'est ça quand on veut faire une réflexion sérieuse, on peut noyer ça par des égarements comme ça où on insulte les gens. Alors qu'on veut soulever un vrai débat. Dieu a déjà changé quel pays? C'est incroyable. Donc, est-ce qu'il croit d'abord que Dieu existe? Bon, s'il ne croit pas, je lui donne l'exemple de toute l'humanité. Si on prend l'Europe, l'Europe a été façonnée par une vision religieuse. Prenez l'Angleterre avec la Suisse, c'est Calvin. Peut-être quelle est l'histoire de la Suisse? Parce que les gens voient la Suisse aujourd'hui, mais allez voir la Suisse avant. Il y a 100 ans, il y a 50 ans. Vous allez voir l'action d'un monsieur comme Calvin, un réformateur. C'est lui le père du calvinisme, Calvin. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Angleterre, il y a le rôle qu'a joué, j'ai oublié le nom de cet évangéliste. Quand j'oublie cet évangéliste-là, il est Wesley. Je lui donne le nom Wesley. Allez voir le rôle qu'a joué. Si vous lisez Max Weber, il vous démontre ce qu'on appelle le mariage du potentatisme et du capitalisme américain. Peut-être que M. Tienga, on pense que Dieu est incompatible. Non, je lui réponds. Il a dit que Dieu a changé quel pays? Je suis en train de lui répondre. Je lui donne des faits, il parlait vérifier. Wesley, le protestantisme qui est à la base du capitalisme américain, etc. Je le renvoie à des auteurs comme, comment il s'appelle ce français, très brillant comme ça, très grand sociologue, Emmanuel Todd, qui dans ses analyses, ses études, qui ont une pertinence extraordinaire, démontre l'importance du levier de la religion dans la construction d'une nation. Mais prenez Uchinton Samuel, il vous démontre, quand il parle des civilisations, il met en avant l'importance de la religion. Là encore, on est au niveau de la croyance, la croyance, parce que la religion, c'est la croyance. La croyance. Il vous démontre l'importance, n'est-ce pas? C'est comme si quelqu'un disait que le christianisme n'a pas façonné l'Europe à un moment donné. Même si aujourd'hui les racines judéo-chrétiennes de l'Europe sont contestables, mais ça a façonné l'Europe. Il n'y a aucun pays dans le monde qui s'est construit sans la croyance en Dieu, qui montre une nation athée. Qui me montre une nation athée. Donc je pense que quand on pose certaines questions, il faut s'assurer qu'avant d'être péremptoire, qu'on a lu certaines choses. La religion est un levier puissant pour mobiliser les hommes, pour construire les nations. Vous allez en Russie aujourd'hui sans... Il n'y a pas de géopolitique russe sans la religion orthodoxe. Est-ce que je lui apprends ça? Poutine l'a réaffirmé. Vous voyez l'importance. Regardez les mois populaires que crée la mort d'un pape. Bon, quand vous êtes catholique, vous ne voyez pas comment les gens pleurent le pape. Les gens pensent que c'est Dieu, indépendamment de ce que vous pensez. C'est-à-dire que là, il faut la pensée objective. Ça ne dépend pas de moi. Beaucoup, dans le monde, le pape, c'est le chef religieux d'au moins 1 milliard d'individus qui croient au catholicisme. Vous allez me dire au Cameroun, l'élite catholique n'a pas d'influence. Mais cette influence est basée sur quoi? Sur le commerce de la religion catholique. C'est un commerce. C'est là. J'ai beau ne pas aimer les catholiques, la hiérarchie catholique, c'est pas une affaire d'amour. C'est une affaire de... Moi, je suis un patriote africain. Je n'ai pas un problème avec l'Église catholique en tant que tel. Je n'ai aucun problème avec la foi des catholiques. Même si certains catholiques pensent que quand on est contre le pape, on est anti-catholique. C'est leur problème. Moi, je n'ai aucun problème avec eux. Moi, je dénonce un État qui peut amalgamer la religion et les intérêts politiques pour défendre un ensemble d'intérêts. Mais vous ne pouvez pas dire au Cameroun que l'Église catholique n'a pas d'influence. Il y a des millions de chrétiens au Cameroun qui célèbrent la Pâque, qui commémorent le dimanche de l'amour, qui commémorent l'ensemble d'événements qui sont le credo de l'Église catholique. C'est incroyable. Alors, mais moi, non seulement je comprends ça,
Non seulement je constate ça, mais j'étudie ça. Mais moi-même, je suis un homme de foi. Je ne suis pas un croyant. Je suis un homme de foi. La foi est différente de la croyance. Je suis un homme de foi. Et je sais que si Dieu a créé un être humain, ce n'est pas changer une nation qui peut le dépasser. Ça dépend. Si on pense comme lui que Dieu peut changer une nation, évidemment que Dieu ne peut rien changer. Maintenant, je vais terminer avec une explication. Depuis 15 ans, le président Balakani est panafricaniste. Je suis le pionnier de cette histoire. Dès le départ, nous avons dit que notre action est basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. La parole qui libère, Monsieur le Président. Nous n'avons pas lancé une seule pierre. Nous n'avons jamais appelé au renversement d'un dirigeant. Nous n'avons jamais pris un fusil. On n'a même pas fait une marche dans une rue. Parce que même quand les gens m'ont dit président, pendant la rue, j'ai dit que moi, Balakani, je suis un maître de la rue, je l'ai fait. Mais dans l'affaire, je ne peux pas dans la rue. Parce que je crois au magistère de la part. Il n'a pas vu ça à l'œuvre. Il n'a pas vu ça à l'œuvre. Comment ça a modifié, comment ça a changé le visage de l'Afrique. Il peut nier ça. Il peut nier ça. Mais puis je le promets qu'il ne peut rien attendre. Il va voir que Dieu change les nations. Monsieur le Président Balakani, c'est une question qui revient depuis que vous avez assumé les positions. Mais il y a un monsieur qui m'a interpellé pour l'électorat, non? Monsieur le Président, nous restons 2 minutes, nous voulons conclure l'émission. Il y a une communication. Allez-y. Donc je suis en train de dire que Monsieur le Président Balakani... Parce qu'il ne faut pas que disent que non a fui la question, c'est tout. Depuis que vous avez assumé cette position du nouveau mouvement populaire sur les plateaux, sur l'action exceptionnelle du gouvernement Dieu en faveur du Cameroun, cette question revient sur Dieu. Quel Dieu duquel je vous parlais? Est-ce que Dieu a libéré? Ça fait au moins plus de 30 questions que nous avons recensées comme ça, allant dans ce sens. Donc, peut-être un jour, vous aurez l'occasion de faire la géospiritualité de la politique pour que nos internautes comprennent mieux pourquoi est-ce que vous mettez Dieu au centre de votre démarche politique. Vous expliquez que certains vont comprendre. Puisque la question revient. C'est l'occasion pour nous de saluer Nathalie Calais du Canada. Vraiment, nous avons pris votre question, mais vu le temps qui court, ça n'a pas été facile pour nous de poser toutes vos préoccupations au président Balakani. Elle avait une question sur le génocide des Noirs et le sacrifice. On met aussi Parfait Dongo Tukonate, Faron Da Silva, qui dit président Balakani, vous êtes le futur président du Cameroun. On remercie aussi nos amis de l'Algérie, Massao Bouziane, j'espère que je n'ai pas écorché le nom, les patriotes algériens qui ont écrit, vraiment, on s'excuse, le temps vraiment est imparti. La question sur le génocide des Noirs, il faut dire à cette dame-là, c'est une dame qui a posé la question? Oui, Nathalie Calais du Canada, à Vancouver. Dites-lui qu'on revient là-dessus la prochaine fois. Donc vous avez écouté certainement le président Balakani. Nous allons revenir sur toutes ces préoccupations la dernière fois. Et j'aimerais m'adresser comme ça à nos éditeurs de la langue anglaise that is this edition of President Balakani first aux internautes it's a bilingual edition. If you have any question that you want to give, you have to leave those questions. President Balakani will answer all those questions. It's not only for francophone. The edition is bilingual. Donc nous disons aussi merci comme ça à la cellule de production, merci à la cellule de rédaction, merci à Madame Béatrice Tayen qui était co-présentatrice de cette édition. Nous disons merci au président Balakani. Vous offrez vraiment tout votre temps et à vos chers internautes que vous aimez bien. Oui, moi, c'est mon émission préférée. Ma demande même sera de voir si on peut augmenter le temps pour eux. C'est une demande que je fais. Hein. Je l'impose, je demande simplement. Et comme ils voient eux-mêmes comme aucune censure. Il n'y a pas de censure. On prend toutes les questions. D'ailleurs, j'insiste de prendre les questions même les plus difficiles. Merci Président, c'est bien écouté. Et nous demandons aux internautes vous pouvez laisser les questions en anglais et en français. Tout à fait. Parce que d'autres langues, parce qu'il y a les questions qui viennent, mais dans d'autres langues, c'est difficile pour nous de les interpréter. Non, on prend tout ça. Même si c'est espagnol, on va chercher l'interprète. Ok, monsieur le Président, c'est bien écouté. Merci beaucoup. Pas de barrière de langue. À la prochaine édition.